C'était un après-midi torride dans le centre-ville de Los Angeles. Au bord d'une rue animée, une vendeuse ambulante enceinte nommée Anna rangeait son étal de rouleaux de bananes frites et de nouilles. Elle était trempée de sueur, visiblement épuisée, mais sa détermination ne faiblissait pas. Soudain, un crissement de pneus retentit, suivi d'un concert de cris. Un homme avait été heurté. Anna leva les yeux. Un homme était étendu sur l'asphalte au milieu de la route, en sang, inconscient. Personne ne bougeait. Personne ne l'aidait. Les gens restaient là, à regarder. À l'aide. Sans hésiter, malgré son état, Anna se précipita vers le blessé. Elle retira son tablier et le pressa contre sa tête ensanglantée. « Monsieur, ne fermez pas les yeux », supplia-t-elle d'une voix tremblante. « Attendez, je vous emmène à l'hôpital. » Quelques minutes plus tard, Anna était aux urgences. Elle était essoufflée, tremblante et pâle. Soudain, le crissement de plusieurs pneus résonna à l'extérieur de l'hôpital. Elle se figea, 8 limousines noires s'arrêtèrent, flanquées de plus de 20 gardes du corps en costume noir et oreillettes. Une voix aiguë rompit le silence lorsqu'un vieil homme, élégamment vêtu, sortit de la première voiture. « Où est mon petit-fils » cria-t-il. Tout le monde se tourna vers Anna, qui se tenait instinctivement le ventre, un frisson lui parcourant l'échine. « Qui était cet homme que j'ai aidé » murmura-t-elle. Dans un club très en vue de Las Vegas, la musique résonnait, les lumières clignotaient en rouge, bleu et violet dans un décor occultant. Le club était l'un des plus controversés et exclusifs du quartier, connu non seulement pour ses soirées dansantes et ses cocktails, mais aussi pour son côté évasion, empreint de fantasmes, loin de la réalité. Derrière la caisse était assise Anna, vêtue d'un uniforme noir à manches longues et d'une besace remplie de reçus et de factures. Elle avait la vingtaine, le teint pâle, des yeux en amande, un nez bien dessiné et une fossette sur la joue gauche qui apparaissait à chaque sourire. Mais au-delà de sa beauté physique, c'était l'éclat de sa personnalité qui se démarquait. Elle était joyeuse, polie et d'une résilience redoutable, malgré ses combats quotidiens contre un monde qui semblait déterminé à la détruire. Et lança sa collègue Serena en versant du thé glacé dans des gobelets en plastique. « Sérieusement, tu n'envisageras jamais de danser ? Même pas une fois ?» Anna secoua la tête en tapant sur l'écran de la caisse. « Non, Rena, je suis bien là. Mais ma fille, c'est un tel gâchis. Tu sais combien de clients me demandent si tu veux faire une apparition ? Tu es si jolie. Honnêtement, plus jolie que la plupart des danseuses. » Anna sourit doucement en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Merci, mais je ne suis pas faite pour la scène. Je veux juste un travail décent et tranquille. Je suis juste caissier. Je ne veux pas me retrouver dans des situations que je ne peux pas contrôler. Mais des pourboires, ma fille. » L'autre soir, quelqu'un a donné une somme à 5 chiffres à une danseuse. Une nuit, comme ça. De plus, elle a été invitée au salon VIP pour un toast. Si un gros dépensier vous apprécie, jackpot. Anna regardait la piste de danse. Plusieurs femmes se produisaient, retirant lentement leurs costumes scintillants. Des hommes assis devant tenaient de l'argent liquide, le glissant dans des soutiens-gorge, des jarretelles ou de fines bretelles de lingerie. Elle secoua la tête. « Tu me connais, Rena » dit-elle doucement. « Peu importe à quel point je suis fauchée, je ne pourrai jamais vendre mon corps. » Serena ne répondit pas. L'instant passa. Anna se sentit soudain assoiffée. Il y avait une brique de jus de raisin que quelqu'un avait laissée dans le garde-manger. Ça lui semblait familier, comme l'un de ses préférés. Elle pensait que c'était juste du jus, alors elle en but une gorgée tout en imprimant les reçus. Mais quelque chose lui sembla étrange. C'était amer. Ça lui brûlait la gorge. Avant qu'elle puisse se plaindre, sa tête commença à tourner. Son corps s'alourdit. Ses mouvements ralentirent. Son estomac se tordit de douleur, comme si quelque chose en elle commençait à se dégager. « Anne !» cria la responsable en se précipitant vers son stand. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es saoule ? » « Je viens de boire du jus », répondit-elle en luttant pour se relever, manquant de basculer. Pointé. « Tu ne peux pas travailler comme ça. Tu vas gâcher les reçus. » Elle hocha faiblement la tête et sortit en titubant par l'entrée arrière du club. Dehors, dans l'air frais de l'aube, elle faillit s'effondrer. Mais quelqu'un la rattrapa. Un homme grand, au regard profond et profond.
Il portait une chemise boutonnée de luxe, légèrement ouverte sur la poitrine. Il empestait l'alcool, visiblement ivre, mais toujours calme. « Mademoiselle » demanda-t-il doucement. « Ça va ?» Elle ne put répondre. La confusion la submergea. Le monde s'assombrit. Le lendemain matin, Anna se réveilla dans une chambre inconnue. Plafond blanc, matelas moelleux, couette épaisse. Et la vérité glaçante. Elle ne portait rien. Instinctivement, ses mains agrippèrent la couverture contre sa poitrine. Panique. Incrédule. Sa gorge était sèche. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas encore. Elle entendit l'eau couler de la salle de bain. Un homme était à l'intérieur. Un homme. Elle essaya de se souvenir. Tout ce dont elle se souvenait, c'était d'avoir été attrapée par cet inconnu. Puis plus rien. Paniquée, elle s'habilla, attrapa son téléphone, son sac et son portefeuille. Tout ce qu'elle put trouver. Dans sa hâte, son regard tomba sur une carte d'identité posée sur la table de chevet. Pas le temps de la lire. Elle la fourra dans sa poche et s'enfuit. Dans le couloir de l'hôtel, elle peinait à respirer, essayant de se convaincre. « Tu n'as pas demandé ça. Tu ne voulais pas ça. Vous l'ignoriez. » Dans le métro, elle serrait son sac contre le monde. Pour les autres passagers, elle n'était qu'une femme fatiguée comme les autres. Mais en elle, une tempête de honte, de peur et de colère grondait. En descendant du train, elle sortit sa carte d'identité. Pas la sienne. Une photo d'un homme d'une beauté saisissante en tenue professionnelle. Son nom m'était inconnu, mais le logo sur sa carte d'identité était bien connu. Riche. Puissant. Prestigieux. Elle le fixait. Bon sang, murmura-t-elle. Il est vraiment beau. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Bon, au moins, je n'ai pas été perdante sur ce point. Mais son sourire narquois s'est vite évanoui lorsqu'une voix derrière elle a demandé « Mademoiselle, vous montez ou vous êtes juste là pour un moment ?» Gênée, elle est montée dans le train. Encore accablée. Encore tremblante. Quand Anna arriva dans sa chambre louée dans un complexe résidentiel exigu d'East Auckland, elle verrouilla la porte et s'assit lentement sur son vieux matelas. Et c'est là que tout s'écroula. Elle pleurait. Doucement. Sans crier. Pas de théâtralité. Juste le genre de pleurs qui déchire l'âme. Que ai-je fait? Pourquoi ai-je laissé cela arriver? Elle serra ses genoux, essayant de se souvenir de cette nuit-là. Rien ne lui parvint. Pas même le nom de l'homme. La seule preuve qu'elle possédait était sa carte d'identité serrée dans sa main. Elle voulait croire que rien ne s'était passé. Mais elle savait que quelque chose avait été volé. Quelque chose d'effacé. Quelque chose qui ne pourrait jamais lui être rendu. Et peu importe la beauté ou la richesse de l'homme, une chose était sûre, elle n'en voulait pas. Elle ne l'avait pas choisi. Et cette nuit-là, dans le silence de sa petite chambre, Anna fit une promesse. Plus jamais, j'attendrai l'homme qu'il me faut. Pas seulement quelqu'un de riche ou de beau, mais quelqu'un qui sait se faire respecter. Elle continuait à travailler au club. Vêtue de sa chemise noire à manches longues et de sa jupe mi-longue, elle avait l'air simple. Ses cheveux attachés en arrière, ses lèvres imprégnées de baume et un peu de poudre pour absorber la sueur. Malgré son air pâle et fatigué, elle força un sourire. Le repos n'était pas un luxe qu'elle pouvait se permettre. En pointant, son superviseur lui tendit le carnet de service d'un regard plissé. Pas de prolongation hier soir, hein? Tu aurais pu avoir un bon pourboire si tu étais danseuse. Anna sourit et se dirigea vers la caisse. Elle ne voulait pas discuter. Dans ce club, les femmes comme elle étaient perçues de la même manière. Si vous ne dansiez pas, vous faisiez probablement semblant d'être au-dessus de tout. Tout a un prix, disaient certains. Mais Anna était différente. Elle s'est battue pour le rester. Même si elle n'avait pas d'argent. Même si elle rentrait chez elle à pied tous les soirs. Même si son ticket de bus lui suffisait à peine. Elle continuerait à privilégier la dignité au pourboire. Cette soirée-là était comme toutes les autres. Des clients ivres, des habitués sur la piste de danse, des hommes enthousiastes distribuant des pourboires. Anna continuait à compter la monnaie, à utiliser ses cartes et à distribuer ses reçus comme si de rien n'était. Mais elle portait encore en elle la blessure de cette nuit-là. Cette nuit où elle s'était livrée à un inconnu.
La nuit suivante, vers 2 heures du matin, elle était sur le point de quitter le travail. Elle mangeait des nouilles instantanées près du stand lorsqu'un homme plus âgé s'est approché. Un gros ventre, des bagues à chaque doigt. Visiblement ivre. « Mademoiselle, encaissez, s'il vous plaît, dit-il, les yeux non pas fixés sur son visage, mais sur le décolleté de son chemisier. Anna était habituée à ce genre de cliente. Elle conclut la transaction. Mais l'homme ne bougea pas. « Tu es encore plus jolie de près, dit-il d'une voix pâteuse, l'haleine empestant l'alcool. Il lui prit la main. « Monsieur, votre transaction est terminée. » Client suivant, « S'il vous plaît, dit-elle calmement en essayant de reculer. Mais l'homme ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha vers moi. « Tu pourras peut-être me rejoindre plus tard. Même si tu n'es pas danseuse, je veux juste quelqu'un avec moi. Je te paierai. » Supplémentaire, fit-elle en reculant. « Monsieur, s'il vous plaît, je ne fais pas ça. » Il s'avança, essayant de l'embrasser sur la joue. Anna le gifla violemment. La musique sembla s'arrêter. Le personnel tourna la tête. « Votre personnel est irrespectueux, » cria l'homme en se tenant le visage. Elle a giflé un client. Elle ne sait pas qui je suis? En quelques secondes, le gérant est apparu. « Anna, qu'as-tu fait? » Il m'a harcelé, a-t-elle crié, le visage rouge. Il m'a touché, a essayé de m'embrasser. Tu aurais dû laisser tomber. C'est un client, un VIP, l'un des plus gros commerçants de Los Angeles, a réprimandé le gérant. Peu importe qu'il soit président, il m'a manqué de respect, répondit Anna d'une voix tremblante. Je suis caissière, pas danseuse. Le gérant la regarda comme si c'était elle le problème. Tu aurais dû accepter. Une nuit ne t'aurait pas tué, ça aurait été un bonus. Respect, rétorqua Anna, les larmes aux yeux. On ne peut pas travailler ici avec dignité? Dignité? C'est moquer le directeur. Tu me parles de principe? Un de nos employés t'a vu partir avec un client l'autre soir. Anna s'est figée. Son monde se tut. Elle savait de quelle nuit il parlait. La nuit où elle était ivre. La nuit dont elle ne se souvenait plus. La nuit où elle s'était réveillée dans un lit d'hôtel, pas le sien. La nuit qui la hantait encore. On est tous pareils ici, Anna, poursuivit le manager. Alors ne me fais pas la morale. Si tu ne suis pas les règles du club, tu es viré. Anna ne protesta pas, elle ne dit rien. Elle retira son cordon d'identification, le lui tendit et se retourna silencieusement. Pas de larmes aux yeux, pas de colère, juste de l'épuisement. Dehors, il n'y avait ni taxi, ni bus, ni voiture. Elle se tenait au bord du trottoir, couvrant son uniforme de sa veste, tandis que le vent matinal balayait la rue. Il faisait froid, comme un rappel d'un monde qui s'en fichait. Elle alla directement se coucher, sans se changer ni manger. Elle voulait juste dormir. Mais les larmes arrivaient toujours avant le sommeil. Les jours passèrent. Elle ne quittait pas la maison, ne mangeait que lorsque la mère de son voisin l'appelait, son portefeuille était presque vide, les pièces qui lui restaient servaient à acheter du pain et du café instantané. Mais quelque chose clochait. Elle avait des élancements dans la tête, elle vomissait sans cesse, même l'estomac vide. Elle pensait que c'était le stress, peut-être une intoxication alimentaire. Mais lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 3 semaines, elle marqua une pause. Elle était assise près de la petite table, les yeux rivés sur le calendrier. 1, 2, 3 semaines. Elle retraçait ses dernières règles, juste avant cette nuit-là. Cette nuit-là, elle ne l'avait pas choisie. La nuit qui l'avait laissée honteuse. Et maintenant, une possibilité. C'est impossible, murmura-t-elle. Mais les vomissements, les vertiges, les douleurs au sein, l'absence de règles, il n'y avait qu'une seule explication. Elle était enceinte. Le monde était sens dessus-dessous. Elle toucha son ventre. Elle ne ressentait encore rien, mais cela lui semblait déjà lourd. Non pas à cause de sa taille, mais à cause du poids de la responsabilité. Aucun avertissement, aucune excuse, aucune certitude quant à la direction que prendrait sa vie. Elle revit le visage de l'homme de l'hôtel. L'homme dont elle avait conservé les papiers d'identité. L'homme qui était avec elle cette nuit-là. Grand, pâle, yeux profonds, beau. Je n'ai pas été perdante, avait-elle plaisanté un jour. Mais maintenant,
la plaisanterie était une malédiction. Une nuit, une erreur, toute une vie de conséquences. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. À cet instant, la porte s'ouvrit en grinçant. C'était mademoiselle Terry, sa voisine âgée. « Que t'est-il arrivé, mon enfant ? Tu es pâle comme si tu n'avais pas pris de bain. » Et ses yeux s'écarquillèrent. Elle a repéré la poubelle sur la table. Un test de grossesse avec 2 lignes. « Tu es enceinte. » Anna ne pouvait pas parler. Elle ne savait pas comment, mais ses larmes répondaient à sa place. Tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant des jours s'effondra. Elle pleurait, non pas de honte ni de colère, mais de peur, d'impuissance, de la réalité accablante d'être sans emploi, seule, et maintenant porteuse de vie en elle. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le monde d'Anna avait complètement changé. 3 mois à faire la lessive pour les voisins en échange de quelques dollars. 3 mois de larmes silencieuses la nuit, surtout quand elle sentait le vide la frapper. En vérité, peu de temps s'était écoulé, mais ces 3 mois de difficulté lui semblaient une éternité, sans aucun recours. Car au milieu de toute cette peur et de cette pauvreté, une chose était claire pour Anna. Un enfant dépendait désormais d'elle. Elle était assise tranquillement sur un long banc en plastique dans un centre de santé public d'East Los Angeles, attendant son premier examen prénatal. Elle tenait à la main une enveloppe marron remplie d'ordonnances signées, de pièces d'identité et de documents de la clinique locale. Pour elle, l'enveloppe était plus que du papier. C'était le symbole d'un nouveau chapitre. Elle était désormais mère. Elle se tenait le ventre. Ça faisait mal. C'était dur du côté droit. Elle était tendue. Elle était nerveuse. « S'il te plaît, ne me laisse pas perdre le bébé », murmura-t-elle en retenant ses larmes. Elle n'était pas encore mère à part entière, mais elle aimait déjà l'enfant qu'elle portait. Chaque jour de lutte, chaque nuit blanche, chaque grain de riz qu'elle mangeait, chaque produit au marché qu'elle choisissait de ne pas acheter pour le lendemain, elle faisait tout cela pour son bébé. La salle d'attente du gynécologue était remplie d'autres femmes enceintes. Presque toutes étaient accompagnées d'hommes. Les maris portaient des sacs, des boissons à la main, et essuyaient la sueur du cou de leurs femmes. L'une d'elles était accompagnée de son petit ami qui la guidait vers les toilettes. Une autre était éventée par son mari. Anna était assise tranquillement dans un coin, retenant ses larmes. Elle ne les enviait pas, mais elle ressentait le poids de la solitude. Cette question douloureuse revenait sans cesse. « Qui peut m'aider ? Vers qui puis-je me tourner ?» s'écria l'infirmière, Anna de Rosa. Elle se leva aussitôt. Malgré ses douleurs abdominales, elle se força à entrer dans le cabinet du médecin, portant le poids du monde sur ses épaules. La gynécologue était une femme d'un certain âge au visage bienveillant. « 3 mois ?» demanda-t-elle en examinant le dossier. Anna hocha la tête. « Oui, madame. »« Avez-vous mal ?» Anna hocha de nouveau la tête. « Un peu, surtout quand je suis fatiguée, et parfois j'ai des nausées toute la journée, même si je n'ai rien mangé. » Le médecin fronça les sourcils. « Tu as une grossesse à risque, Anna. D'après mes observations, il existe un risque d'accouchement prématuré si le stress et l'épuisement persistent. Il faut se reposer, éviter de porter des charges lourdes, de travailler de longues heures et surtout de passer des nuits blanches. » La poitrine d'Anna se serra. Comment pouvait-elle se reposer alors qu'elle n'avait pas de travail ? « Je n'ai pas de mari, » dit-elle faiblement. « C'est moi. Je dois travailler. » Le médecin la regarda, le regard empli de compassion. « Il existe des aides gouvernementales, mais prenez soin de vous. Tomber enceinte sans soutien, ce n'est pas drôle. » Anna hocha la tête, la main toujours sur son ventre. Mais la douleur était désormais due à une raison plus profonde, la peur. Lorsqu'elle retourna dans son petit logement, dans la cité brûlante, l'odeur du plastique brûlé de la rue et la sueur des enfants qui jouaient emplissaient l'air. « Anna, comment s'est passé ton examen médical ?» demanda mademoiselle Terry depuis son porche, en trempant du poulet dans une bassine. « Ils ont dit que c'était sensible. Je ne peux pas me fatiguer. » Oh là là, mademoiselle Terry secoua la tête. « Alors, quel est votre plan maintenant ? Mademoiselle Terry, connaissez-vous un travail que je pourrais faire dans mon état ? Quelque chose de léger ? N'importe quoi, vraiment. Je ne veux pas dépendre des aides sociales. » Mademoiselle Terry s'arrêta. « Mon enfant, dans ton état, tu ne peux pas trouver n'importe quel travail. Tu es enceinte. C'est dur. Aucune entreprise ne t'embauchera.
Anna ne dit rien, mais son visage exprimait un désespoir discret. Et comme si cette réponse n'était pas déjà assez difficile, les voisins commencèrent à se rassembler. Certains se couvraient la bouche, fixant son ventre. D'autres faisaient semblant de fumer tout en la regardant furtivement. « Tu ne sais toujours pas qui est le père du bébé ?» demanda un voisin avec une pointe de moquerie. Anna ne répondit pas. Elle sentit juste quelque chose se coincer dans sa gorge. Dans le complexe, être enceinte et célibataire suffisait à vous faire condamner à perpétuité. Puis, un volume sonore assourdissant retentit sur la télévision de Mademoiselle Terry, à l'intérieur. La voix du présentateur du journal résonnait clairement, même à l'extérieur. « Dernière minute », a déclaré le journaliste. Aujourd'hui, le nouveau PDG du groupe Acero a été officiellement présenté. L'entreprise s'apprête à réaliser une acquisition majeure de l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Le nouveau directeur n'est autre que M. Julian Acero, fils du défunt magnate des affaires Ernesto Acero. Anna se figea. Elle se tourna vers la télévision. Elle se leva. Il était là. L'homme de l'hôtel. L'homme de cette nuit dont elle ne se souvenait plus. L'homme dont elle ignorait jusqu'à présent le nom. En direct à la télévision nationale. Debout. En costume. Tenant un micro. S'adressant à la presse, elle resta bouche bée. « C'est lui », murmura-t-elle. Sans aucun doute. « C'est le père de mon enfant. » Mademoiselle Terry se tourna vers elle. « Anna, ça va ?» Elle s'essuya rapidement le visage. « Oh, ce n'est rien. Je viens de me rappeler quelque chose que je dois faire. » Mais Mademoiselle Terry n'était pas convaincue. « Anna, si le père de ce bébé est un bon à rien, ne te donne pas la peine de lui courir après. Ce genre d'homme n'apporte jamais rien de bon. Tu ne feras que souffrir davantage. » Anna la regarda et retint ses larmes. « Mademoiselle Terry, je n'ai pas l'intention de lui courir après. Je ne veux pas de son amour. Mais j'ai besoin d'un travail. J'ai besoin de survivre. Pas pour moi, mais pour cet enfant. » Mademoiselle Terry marqua une pause. Elle regarda Anna de haut en bas. Mince. Pâle. Mais dans ses yeux, elle voyait encore du feu. Force. Un corps fragile, mais un esprit déterminé. « Très bien, » dit Mademoiselle Terry. « Je devais sortir vendre mes snacks aujourd'hui, des galettes de riz, des rouleaux de printemps, des bananes caramélisées. Mais il fait trop chaud et ma tension artérielle monte. Vendez-les-moi plutôt. Je vous paierai une part. Pas la totalité des gains, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter votre propre nourriture. » Anna avait les larmes aux yeux. Mademoiselle Terry. Elle serra fort la vieille dame dans ses bras. « Merci. Tu es toujours si gentil avec moi. » Depuis ce jour, Anna arpentait les rues tous les jours avec le stand de Miss Terry, vendant des beignets de bananes, des bananes caramélisées et du ragoût de noix de coco. Parfois, elle ajoutait ses propres nouilles ou galettes de riz. Ce n'était pas facile. Le soleil était violent. Son ventre était lourd. Les regards qui la suivaient pesaient tout autant. Mais chaque jour, elle renforçait sa détermination. Pour son enfant. Pour elle-même. Pour un avenir qu'elle refusait d'abandonner. 5 mois s'étaient écoulés depuis qu'Anna avait commencé à vendre ses produits dans le chariot de Mademoiselle Terry. Elle avait désormais son propre chariot. Vieux, fait d'acier et de bois, la rouille se formait sur les bords. Mais pour Anna, c'était une boutique avec une âme. Ce chariot portait ses espoirs, l'avenir de son enfant et le courage d'une mère qui ne pouvait compter que sur elle-même. La date d'accouchement approchait à grands pas. Son ventre était énorme. Se pencher était presque impossible. Chaque pas qu'elle faisait en poussant le chariot dans les rues bondées lui donnait l'impression qu'une lame lui transperçait le flanc. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas pu. J'ai besoin d'argent pour acheter du lait. Pour les examens. Pour le riz. Pour qui est-ce que je fais ça? C'était ce qu'elle se rappelait constamment. C'était un après-midi torride. La ville brûlait sous un soleil impitoyable. L'air empestait l'asphalte, la fumée et l'huile de cuisson réutilisées. En face d'un vieil immeuble de Maple Street, son chariot était garé sur le trottoir, sous un parapluie usé, imprimé d'une marque de lessive. Des beignets de bananes chauds. Encore chaud, cria-t-elle. Rouleau de printemps croustillant aux légumes.
3 pour $1. Nouilles. Idéal pour le dîner. À l'intérieur du chariot, ces marchandises étaient soigneusement rangées. À droite, des frites. Beignets de bananes, bananes caramélisées et petits pains croustillants. À gauche, des nouilles dans un récipient en plastique avec citron et fourchette en plastique offert. Dans une glacière, des bouteilles de gelée de foin d'odeur flottaient sur la glace. Un groupe d'étudiants a acheté à manger. 3 ouvriers du bâtiment sont venus chercher des nouilles. « Waouh! Tu es encore là et tu es enceinte, a dit l'un d'eux en souriant. Tu devrais te reposer. Anna lui sourit en retour, le visage ruisselant de sueur. Ça va. Il faut continuer. C'est comme ça quand on est seul. Les heures ont passé. Sa nourriture était presque épuisée. Elle resta plantée là, s'éventant avec un morceau de carton, essayant de soulager la brûlure dans son dos. Encore un peu, ma puce, murmura-t-elle en se caressant le ventre. On se rattrapera demain. Soudain, un crissement retentit dans la rue. Un grincement métallique et aigu de pneus. Puis un grand fracas. C'était comme si l'air explosait. Tout le monde se retourna. Un homme en noir avait été projeté sur la route. Il avait heurté un poteau et s'était effondré. Son front saignait. Un sac de luxe lui échappa des mains. Les gens se précipitèrent. Quelqu'un fut touché, cria l'un d'eux. Une moto l'a percuté. Il saigne. Anna s'est figée. Tout a ralenti. Même la vapeur qui s'échappait de sa charrette lui donnait l'impression d'un nuage de choc. Tout le monde était là, à regarder. Mais elle n'hésita pas. Même enceinte, même tremblante, elle se forçait à marcher jusqu'au milieu de la rue. Peu lui importait que tout le monde la regarde. Chaque pas lui faisait mal. Ses jambes étaient molles. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle s'agenouilla près de lui et baissa les yeux vers son visage. « Monsieur » appela-t-elle doucement. Il saignait de la tempe. Pâle, nez pointu, peau claire, et portait une montre de luxe. Mais à cet instant, il n'était qu'un homme. Un être humain souffrant. Elle retira son tablier et le pressa sur sa tête pour arrêter le saignement. « Ne ferme pas les yeux » murmura-t-elle. « Je ne sais pas qui tu es, mais je ne te quitterai pas, appelez une ambulance » hurla-t-elle. « S'il vous plaît. » Personne ne répondit. Un tricycle passa. Elle lui fit signe de s'arrêter. « Monsieur, c'est une urgence. Veuillez nous conduire à l'hôpital. Je ne le connais pas, mais il a besoin d'aide. » Le chauffeur hocha la tête. « Montez. » Anna faillit porter l'homme dans le sidecar. Il était lourd. Mais tant bien que mal, grâce à l'adrénaline ou à la compassion, elle parvint à le soulever. Elle grimpa à bord, trempée de sueur, la douleur s'accumulant, mais ne lâchant jamais prise. Aux urgences de l'hôpital public, les infirmières se sont précipitées. « Code rouge, victime d'un accident de la route », a déclaré l'une d'elles. « Je n'ai pas sa carte d'identité », a expliqué Anna. « Je ne sais rien de lui. Je ne suis même pas sûr qu'il soit de notre région », a-t-elle ajouté. « Je n'ai pas d'argent. Mais s'il vous plaît, aidez-le. Je ne le connais pas, mais je ne pouvais pas le laisser mourir. » Les employés échangèrent des regards surpris. Une vendeuse enceinte, couverte de sang, tremblante mais inébranlable. Une infirmière l'aida à s'asseoir. L'homme fut conduit à l'intérieur. Anna s'affala dans la salle d'attente, haletante. Sa main serrait son ventre, sentant encore les coups de pied du bébé. « Tu es forte, ma chérie », murmura une femme âgée à côté d'elle. « Tout le monde ne ferait pas ce que tu viens de faire. » Anna sourit faiblement, mais ne trouva pas les mots. Les minutes passèrent. Le silence régnait aux urgences. Elle ne cessait de repenser à l'accident, au sang, au visage de l'homme. Cela lui semblait familier, et pourtant. Aucun lien avec ma vie, se dit-elle. Elle regarda sa paume tachée de sang. Puis une agitation éclata dehors. Les agents de sécurité se sont précipités. Les infirmières ont couru vers l'entrée. « Que se passe-t-il » a demandé un interne. Dehors, 8 limousines noires s'alignaient devant les urgences, l'une après l'autre, brillantes, massives et teintées. Les portes s'ouvrirent. 20 gardes du corps en costume noir en sortirent, tous équipés d'écouteurs. Leurs yeux scrutaient la zone telle des faucons gardant la royauté.
Les patients bourdonnaient de questions. Est-ce une célébrité? Un homme politique? Le Premier ministre? Anna resta figée, la main sur le ventre. Lentement, elle se releva. Qu'est-ce que c'est? Un film? Murmura une infirmière à côté d'elle. Qui avez-vous amené? La voix d'Anna tremblait. Je ne sais pas. Il n'avait ni portefeuille, ni carte d'identité. Il s'est effondré devant mon chariot. Un homme d'un certain âge sortit de la limousine de tête. Il portait un costume élégant, tenait une canne malgré la chaleur et avait un regard glacial. Au premier coup d'œil, on devinait qu'il n'était pas ordinaire. Il regarda autour de lui, puis sa voix brisa le silence. « Où est mon petit-fils » rugit-il. L'air devint froid. Anna se tourna vers les urgences, vers l'homme qu'elle avait amené, vers le sang encore sur sa main. Et à cet instant, elle comprit que sa journée était loin d'être terminée. Anna resta assise, silencieuse, au bord de la salle d'urgence. Elle bougea à peine, fixant le mur pendant près de 30 minutes, essayant de calmer son cœur et ses pensées. Elle repensait sans cesse aux événements, l'accident, l'homme en sang, les 8 limousines, les 20 gardes du corps et, surtout, l'homme âgé qui était arrivé comme un roi et avait crié « Où est mon petit-fils » Elle regarda de nouveau vers les urgences, où l'homme qu'elle avait amené était soigné. Quelqu'un avait demandé qui il était, mais à ce jour, elle l'ignorait toujours. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était blessé, et elle était la seule à bouger, tandis que tous les autres regardaient. Anna se leva, soutenant son ventre d'une main. Elle ajusta délicatement son manteau, trempé de sueur, la gorge sèche et le corps tremblant. « Je vais rentrer à la maison » pensa-t-elle. « J'ai besoin de me reposer. J'ai fait tout ce que j'ai pu. » Elle s'engagea dans le couloir de l'hôpital, mais avant qu'elle puisse sortir, une infirmière l'interpella. « Mademoiselle, mademoiselle, attendez. » Elle se retourna mais continua son chemin. « Oui, c'est moi qui l'ai amené, mais je m'en vais maintenant. » « Il va bien, n'est-ce pas ?» Un instant, dit l'infirmière en la rejoignant. « On doit vous examiner aussi. » Anna parut agacée. « Hein? Moi? Je ne suis pas blessée. Je vais bien. Mais maman, tu es enceinte, et on a remarqué que tu tremblais tout à l'heure. Nous devons nous assurer que vous et votre bébé allez bien. Je n'ai pas d'argent, dit-elle rapidement en secouant la tête. Je vais vraiment bien. Je vais rentrer à la maison, promis. Mais avant qu'elle ait pu faire 3 pas, elle s'est soudain agrippée au mur. Douleur. Une douleur aiguë et lancinante lui traversa le bas-ventre. Elle haleta et cessa momentanément de respirer. L'infirmière réagit rapidement. Elle a appelé une autre infirmière et un médecin. « Madame, attendez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il pourrait s'agir d'un accouchement prématuré. Il faut vérifier. » Le personnel a failli la ramener de force. Elle résistait à ses pleurs, se mordait la lèvre et se tenait le ventre, le sentant se contracter. Dans une petite salle d'examen, elle était allongée sur un lit. Le médecin l'examina. Des contractions dues au stress, dit-il, apparurent après un certain temps. Elle n'est pas encore en travail, mais si ça continue, ça pourrait devenir dangereux. Elle a besoin de repos au lit. Je n'ai vraiment pas d'argent, docteur, dit Anna en essayant de se redresser. Si possible, je rentrerai chez moi et me reposerai. Je n'en ai pas les moyens. Si vous rentrez maintenant, répondit le médecin, les choses risquent d'empirer. Ce n'est pas seulement toi qui es en danger, ton bébé aussi. Anna soupira, ferma les yeux, accablée d'inquiétude, de faim et d'épuisement. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Toutes mes excuses, don Julio. Les infirmières levèrent les yeux et s'inclinèrent légèrement, comme si un membre de la famille royale était entré dans la pièce. Anna leva également les yeux, surprise. Là se tenait le vieil homme avec sa canne et sa prestance imposante, don Julio, celui-là même qui criait plus tôt. Il s'approcha. « Est-ce la femme » demanda-t-il à l'infirmière. « Oui, monsieur, c'est elle qui l'a amené. » Anna était confuse et déglutit nerveusement. Don Julio hocha la tête, puis s'approcha d'Anna et, contre toute attente, s'inclina légèrement. « Merci, ma chérie, dit-il d'une voix basse mais assurée. C'est toi qui as aidé mon petit-fils, Julien. Anna peinait à parler. Moi, j'ai aidé quelqu'un dans un accident, mais je ne savais pas qui c'était.
Don Julio sourit doucement, malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. Il posa doucement une main sur l'épaule d'Anna. Je remercie Dieu qu'il y ait des gens comme toi dans ce monde. Tu ne le connaissais pas, mais tu l'as aidé, tu l'as amené ici. Sans toi, j'aurais peut-être perdu mon petit-fils. Anna baissa les yeux, ne sachant que dire. Puis Don Julio remarqua son ventre. Oh, tu es enceinte, dit-il surpris, et tu portes encore mon petit-fils? Anna essaya de sourire. Personne d'autre ne m'aida, je devais le faire, je ne pouvais pas l'ignorer. Pendant quelques secondes, le silence s'installa, puis Don Julio reprit la parole. Je veux t'aider, Anna leva les yeux, surprise. Aide-moi, demanda-t-elle. Oui, répéta Don Julio. Je suis sûr que mon petit-fils voudra t'aider aussi, une fois réveillé. Les infirmières échangèrent un regard. Anna semblait bouleversée. Elle n'était pas habituée à ce genre de gentillesse, surtout pas de la part de quelqu'un qui semblait venir d'un autre monde. Mais Don Julio, monsieur, balbutia-t-elle. Je n'ai rien à vous payer, je n'ai rien à me permettre. Il secoua la tête. Je ne demande pas de paiement, tout dans la vie n'a pas forcément un prix. Anna se tut, puis rassembla son courage pour parler. Si jamais tu veux me rendre l'appareil, tu n'y es pas obligé. Ce qui compte, c'est que ton petit-fils soit vivant. Don Julio hocha lentement la tête, un doux sourire aux lèvres. Si tu veux, une fois que tu auras accouché et que tu seras rétabli, tu pourras venir travailler pour nous comme aide-soignante. Je ne considère pas cela comme une dette à rembourser, mais comme une opportunité. Les infirmières étaient visiblement surprises. Anna baissa les yeux sur ses mains, rugueuses, encore légèrement tachées d'huile, fatiguée. Comme aide-soignante? Chez toi, demanda-t-elle, à peine convaincue. Il hocha la tête et sortit son téléphone de la poche de son manteau. Rosa, dit-il au téléphone, prépare une chambre dans la maison principale, envoie une infirmière et assure-toi que nous ayons tout le nécessaire pour une femme enceinte. Dès que possible, il se tourna vers Anna. Quand tu seras prête, je veux que tu restes au manoir. Jusqu'à ce que tu accouches, jusqu'à ce que tu sois forte. Et si tu es d'accord, j'aimerais que mon petit-fils ait quelqu'un à la maison pendant son coma. Peut-être qu'à son réveil, tu seras le premier visage qu'il verra. Des larmes coulèrent sur le visage d'Anna, non pas de peur, mais d'un mélange de confusion, de nervosité et de gentillesse inattendue. Pourquoi moi, demanda-t-elle doucement. Tu ne me connais même pas. Don Julio s'approcha en souriant doucement. Je vois que tu as bon cœur. Tu n'as pas besoin de relations ni de richesse. Parfois, un seul acte de compassion suffit à me convaincre que tout n'est pas juste. Coïncidence. Il laissa Anna avec l'infirmière et l'une des aides-soignantes. En s'éloignant, Anna prit enfin une grande inspiration. Elle fouilla dans son sac et en sortit son porte-monnaie usé. À l'intérieur se trouvaient quelques dollars froissés et un ticket de caisse pour de l'huile de cuisine. Elle ignorait ce qui allait suivre. Elle ignorait ce qui l'attendait au domaine Asiero. Mais une chose était claire, sa vie venait de changer de cap. 2 jours après l'étrange événement survenu à l'hôpital, Anna décida d'accepter l'invitation de Don Julio, non par ambition, mais par nécessité. Le bébé qu'elle portait dans son ventre était sain et sauf, selon le médecin. Mais elle avait besoin de repos au lit. Pas de voile, pas de charrette, pas de revenus. Et dans leur petit logement au cœur d'un quartier surpeuplé, le bruit des trains, des voitures et des gaz d'échappement semblait souvent plus fort que les battements de cœur du bébé qu'elle portait. Et voilà qu'elle se tenait devant un large portail noir, face à une demeure si majestueuse qu'elle semblait tout droit sortie d'un vieux film. Elle pensait que ce genre d'endroit n'existait que dans les histoires. Mais c'était bien réel. L'allée de marbre était plus grande que la salle des fêtes de leur quartier. Les jardins ressemblaient à des bouquets de mariés. La demeure ivoire de 3 étages scintillait de bordures dorées à chaque fenêtre. Cela semblait irréel. Un homme en costume noir avec une oreillette a ouvert la porte. On aurait dit un garde du corps de cinéma. « Bonjour, Madame Anna. »« Don Julio t'attend, » dit-il en hochant la tête. « Laisse-moi t'aider à ranger tes affaires. »« Oh, c'est juste ça, » répondit timidement Anna en lui tendant son vieux sac à dos à la fermeture éclair déchirée et un sac en plastique contenant les collations que Mademoiselle Terry avait préparées. À l'intérieur, un parfum chaleureux de bois se mêlait à celui de bougies luxueuses. Au plafond, un lustre en cristal ressemblait à des nuages. Chaque pas résonnait au sol, signe de l'immensité de l'espace.
Mon Dieu, murmura-t-elle, on dirait une cathédrale. Au fond du grand salon était assis don Julio, lisant un journal sur un trône. Ah, Anna, salua Théil. Comment s'est passé le voyage, ma chère? J'ai envoyé Ramon te chercher, n'est-ce pas? Oui, monsieur, répondit-elle nerveusement en ajustant l'ourlet de sa robe. Je suis un peu gênée, en fait. Tu as été si gentil. Don Julio sourit doucement et désigna le canapé en face de lui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne vous laisserai pas rester debout trop longtemps. Tu es enceinte. Ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité ici. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les jours ont passé et, petit à petit, Anna s'est adaptée à sa nouvelle vie. Plus besoin de se lever à 3 heures du matin pour acheter des ingrédients. Pas de poussière, pas de coups de soleil. Chaque jour, les domestiques lui donnaient du lait et des fruits et la laissaient se reposer dans sa chambre climatisée, au lit douillet. Mais elle ne pouvait pas se contenter de paresser, alors chaque après-midi, elle s'asseyait sur la véranda du 2e étage, raccommodant ses vieux chemisiers ou pliant du linge propre. Un nécessaire à couture et une bassine en plastique remplie de vêtements fraîchement séchés étaient posés à côté d'elle. « Anna, que fais-tu » demanda don Julio en passant devant la véranda. Elle sursauta et cacha rapidement son fil. « Oh, désolé, je ne peux pas rester tranquille, alors je raccommode mes vêtements. » Don Julio secoua la tête avec un doux sourire. « Tu n'as pas à avoir honte, là. Je veux que tu gardes ton rythme. » Malgré son âge et sa puissance, don Julio n'était pas seulement généreux. Il était respectueux. Chaque fois qu'il prenait un café, il invitait Anna à s'asseoir avec lui. Il ne parlait pas beaucoup, mais certains jours, il lui posait des questions sur sa vie au marché, sa charrette et les choses les plus simples. C'était comme s'il s'intéressait vraiment au monde d'Anna, à sa vie simple. « Anna, dit-il un jour pendant qu'ils mangeaient ensemble, sais-tu que même moi, je ne reconnais pas la moitié des gens dans ma maison. Mais toi, tu apportes la lumière. Quand tu es là, le silence devient un son. Je suis sûr que toi et mon petit-fils vous entendrez bien. » Elle ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle sourit tout l'après-midi. Une semaine s'était écoulée et elle n'avait toujours pas revu l'homme qu'elle avait sauvé. Selon le personnel de la maison, il était déjà sorti de l'hôpital, mais il était alité de façon stricte sur ordre du médecin. Aucun visiteur n'était autorisé dans sa chambre, à l'exception de l'infirmière et de don Julio. Ce devait être quelqu'un de très important, dit un jour Anna à la femme de ménage. C'est vrai, répondit la servante. Sœur Julian, il est l'unique héritier de tout ici. Il est déjà PDG depuis le décès de son père. Très calme, mais intelligent, courageux et incroyablement beau. Je l'ai vu une fois lors de sa visite. Oh là là, on aurait dit une star de cinéma. Oh, répondit Anna d'un ton neutre, essayant de dissimuler son expression. En vérité, sa curiosité grandissait. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait trouvé ensanglanté dans la rue? Quelle était sa véritable place dans sa vie? Par un mercredi soir calme, le manoir était silencieux. La plupart des lumières étaient éteintes. Anna n'arrivait pas à dormir. Il pleuvait dehors. Le tonnerre grondait tandis qu'elle était assise sur la véranda, réfléchissant à la soudaineté de sa vie. De la rue à ce manoir, de la vente de rouleaux de bananes à la nuit dans une chambre avec salle de bain privée. Elle entendit des pas légers, non pas des pantoufles, mais des pas nus sur le marbre. Elle se retourna. Une ombre s'approcha du couloir, lentement et silencieusement. Anna se leva, la main sur le ventre, le cœur battant. « Qui est là » demanda-t-elle doucement. Pas de réponse. La silhouette s'avança dans la lueur du lustre. Et là, ils se rencontrèrent, les yeux dans les yeux. Julian. Grand, vêtu d'une chemise blanche, un bras en écharpe, le visage légèrement pâle. Pourtant, malgré sa fragilité, il restait ferme, comme habitué à la douleur, comme s'il ne connaissait pas les étrangers. Anna agrippa la balustrade de la véranda. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est lui, pensa-t-elle. L'homme qui saigne. Celui que j'ai sauvé. Et celle de cette nuit-là. Mais le regard de Julian ne la reconnaissait pas. Il fixait Anna comme un inconnu. Peut-être fatigué, agacé ou surpris. Il ne semblait pas savoir qui elle était. « Qui es-tu » demanda Julian froidement. Anna ne répondit pas. Elle se figea sur place, les yeux rivés sur les siens.
Tous deux froncèrent les sourcils, tous deux perplexes. Qui es-tu? Une question plus douloureuse que prévu. Ce n'était pas seulement du froid. C'était une lame qui lui transperçait la poitrine, lui rappelant tout ce qu'elle avait caché. Elle voulait dire « Je suis la fille du club. La fille qui était avec toi ce soir-là. Celle qui porte ton enfant maintenant. » Mais elle ne pouvait pas. Peut-être était-ce la honte. Peut-être la peur. Ou peut-être était-ce la douleur étrange et lancinante de ne pas être reconnue. Après cette nuit-là, Anna et Julien ne se revoyèrent plus. Il resta dans sa chambre. La routine reprit. Matin et nuit calme. Anna se souvint de quelque chose. En vidant un vieux sac, elle trouva la carte d'identité qu'elle comptait rendre. Mais elle ne savait pas comment. Maintenant, c'était clair. Julien Aziero. La photo. Le nom. Le visage. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle en tenant sa carte d'identité. Je suis vraiment idiote. Comment n'ai-je pas réalisé que c'était lui? Comment n'ai-je pas deviné que j'étais entré dans sa maison? Elle toucha son ventre. Elle sentit le bébé remuer. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Juste elle et la vérité. Bébé, murmura-t-elle. Ne t'inquiète pas. Même si je ne lui dis pas, ça va. Même si c'est juste moi. Je me débrouillerai. Je peux être ta mère et ton père. Elle glissa la carte d'identité dans son vieux sac. Un secret qui resterait secret. Les semaines passèrent et les journées redevinrent une routine. Se réveiller, plier le linge. Elle cousait de vieux vêtements. De temps en temps, Anna discutait avec Don Julio, qui semblait s'attacher de plus en plus à elle. Un jour, alors qu'il prenait un café sur la véranda, il lui dit « Quand tu accoucheras, Anna, je veux que tu restes. Tu n'es plus un simple invité. Tu fais partie de la maison. » Anna sourit. « Merci, Don Julio. » Mais derrière ce sourire se cachait tristesse, secret et souvenir. Chaque soir, avant de s'endormir, Anna repensait à cette nuit. Le club bruyant et bondé. Les lumières clignotantes. L'odeur de l'alcool. Julien, vêtu de noir, le regard perçant. Au matin, elle se réveilla dans un lit d'hôtel, recouverte seulement d'une couverture. Julien dormait, le dos tourné. Elle ne se souvenait pas de tout, mais les fragments lui suffisaient. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Quelques jours avant la date prévue de l'accouchement, ses douleurs dorsales se sont aggravées. Son ventre se serrait de plus en plus souvent. Pourtant, Anna n'avait pas l'habitude de rester oisive. Malgré ce luxe, elle préférait être occupée. Pliage. Couture. Rinçage. Un matin, presque tout le monde au manoir était parti. Il y avait un événement ailleurs. Don Julio était parti pour une réunion. Il était 11 heures du matin. Le soleil était de plomb. Anna descendait le couloir pour aller chercher un verre à la cuisine, quand soudain, une douleur lui saisit le ventre. Elle hurla. « Ce n'est pas possible. Pas encore. » Ah. Mais la seconde suivante, elle eut l'impression que deux mains lui frappaient les hanches. Fort. Lourd. Douloureux. Elle s'assit contre le mur, haletante, le cœur battant. « Bébé. S'il te plaît. Tiens-toi bien. » Elle essaya de se lever. Elle aperçut un téléphone de l'autre côté du couloir et commença à marcher. Un pas. 2. 3. Sa vision devint floue lorsqu'elle prit le téléphone. À l'aide. S'il vous plaît. Lui? Anna? Une voix familière. Elle se retourna. Julien, toujours en chemise blanche, légèrement pâle, mais alerte. Il se tenait à quelques mètres de distance, et à cet instant, il n'y avait aucune colère sur son visage. Aucune confusion. Seulement de la peur. Anna. Qu'est-ce qui se passe? Mon bébé. Je crois que je vais accoucher. Elle n'a pas pu finir. Elle s'est effondrée. Des bruits de pas. Des bras puissants la saisirent. La chaleur la serra contre sa poitrine. Puis il courut. Son nom crié. Anna. Réveille-toi. Rosa. Quelqu'un a appelé l'ambulance? Anna.
Je te tiens. Je ne te laisserai pas. Ce fut la dernière chose qu'elle entendit. Puis la lumière vint. Un plafond blanc. L'odeur de l'alcool. Le bip des moniteurs. Et le cri d'un nouveau-né. Lentement, Anna ouvrit les yeux. À côté d'elle, une infirmière souriait. Félicitations, maman. C'est un petit garçon. Il est en bonne santé. Il est maintenant à la crèche. Les larmes emplissent les yeux d'Anna. Elle ne sait pas si c'est d'épuisement ou de joie immense. Comment va-t-il demanda-t-elle faiblement. Il est fort. As-tu choisi un prénom? Anna sourit à travers ses larmes. Asher, murmura-t-elle. Mon fils s'appelle Asher. Le lendemain, Don Julio arriva à l'hôpital avec d'énormes bouquets et une peluche plus grande que le lit. En entrant dans la pièce, Anna. Félicitations. Anna hocha la tête, essayant de s'asseoir. Mais le vieil homme l'en empêcha. Pas besoin, mon Dieu. C'est comme si un ange était arrivé dans ce monde. C'est mon arrière-petit-enfant. Il continua fièrement. Le bébé de la femme qui a sauvé mon petit-fils. Élevé sous mon toit. Tu fais partie de cette famille maintenant. Et c'est un si beau petit garçon. Anna ne put que rire doucement, essuyant ses larmes. À leur retour au manoir, quelque chose avait changé. Julien n'était plus l'homme froid qu'il avait été autrefois. Il était devenu silencieux, mais toujours présent. Il était là, dans la chambre d'enfant, toujours à jeter un coup d'œil quand Anna allaitait. Et même s'il parlait rarement, il fixait souvent le bébé. Comme s'il voyait quelque chose de plus profond que ce que ses yeux lui permettaient. Une nuit, Anna trouva Julien assis près du berceau d'Asher. Silencieux, il observait. Et, le salua-t-elle. Julien hocha la tête en silence. Tu es toujours debout? Ouais, je suis nerveux. C'est la première fois, tu sais. Anna rit. Tu as l'air d'avoir un don. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire tout ça. Il répondit doucement. Le silence suivit. Puis Julien reprit enfin la parole. Anna. Il prononça son nom doucement. Merci. Anna le regarda. Pourquoi? Julien ne répondit pas. Il sourit simplement faiblement. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. De la confiance, de la chaleur, et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait encore nommer. Et ce fut le début du changement qu'Anna attendait depuis longtemps. Le manoir était silencieux, à l'exception du léger rire d'un bébé de la chambre d'enfant. Des semaines s'étaient écoulées depuis la naissance d'Asher. Et chaque jour, l'atmosphère changeait. Surtout avec Julien. Il n'était plus enfermé dans sa chambre. Il était souvent dans les couloirs, à la chambre d'enfant, et même à la cuisine. Il se tenait autrefois près du réfrigérateur, tenant le lait d'Asher. Et le regard qu'il portait à Anna n'était plus distant. Il y avait une interrogation dans son regard, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose qu'elle seule pouvait comprendre. « Pourquoi es-tu toujours si silencieuse » demanda un jour Anna, alors qu'elles étaient assises sur la véranda, berçant Asher pour l'endormir. Julien la regarda un instant avant de détourner le regard. Il réfléchissait. « Tu es toujours comme ça » la taquina-t-elle. Comme une énigme que je ne sais pas si je dois résoudre ou fuir. Julien se tourna de nouveau vers elle, mais cette fois avec un petit sourire. Et tu es comme une question à laquelle j'essaie sans cesse de répondre. Parfois, tard le soir, ils se surprennent à discuter longuement. Du simple « Comment s'est passée ta journée » à de longues discussions sur leurs plats, films et musique préférés. Anna était pleine de vie et pleine de couleurs. Julien était réservé, mais profond. « Pourquoi es-tu resté si longtemps seul » demanda-t-elle un jour, en changeant la couche d'Asher. Julien était assis à côté de moi et observait. « Je ne l'ai pas choisi, c'est comme ça. J'ai l'habitude d'être seul. C'est plus facile quand personne ne dépend de toi. » Mais n'est-ce pas agréable de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, demanda Anna en berçant doucement Asher sur son épaule. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut juste dire qu'on est humain. Julien resta silencieux, puis acquiesça finalement. Peut-être. Un jour, ils se promenèrent ensemble dans le jardin. Anna portait Asher dans un porte-bébé, telle une mère qui accompagne une sortie scolaire. Julien suivait tranquillement, tenant le sac à la main. De loin,
cela paraissait amusant, mais pour Anna, ce fut l'une de ses matinées les plus heureuses au manoir. « Tu veux savoir quel sera le premier mot d'Asher » demanda-t-elle en souriant et en désignant des fleurs pour le bébé. « Si son premier mot est « Papa », je traverserai tout le couloir à genoux, plaisanta Julian. Anna rit. « Vraiment ? J'espère qu'il le dira alors. Je l'enregistrerai. » Julian sourit, un vrai sourire, pas celui d'un homme riche. Mais le sourire sincère d'une personne. « Tu sais, Julian, dit-elle, alors qu'ils étaient assis sous un arbre. Je me demande parfois, si tu avais un jour un enfant, quel genre de père serais-tu ? Julian la regarda. Je ne sais pas, répondit-il, puis il jeta un coup d'œil à Asher. Mais pour un enfant comme ça, je crois que je ferais tout. Anna baissa les yeux, incertaine de ressentir de la joie ou de la douleur, car elle ignorait si Julian exprimait ses sentiments comme elle l'espérait, ou simplement comme un homme qui se trouvait dans leur vie. Un soir, alors que Julian lui tendait le biberon d'Asher, leurs mains se touchèrent accidentellement, l'espace d'une seconde, mais le monde sembla s'arrêter. « Désolé » dirent-ils tous les deux à l'unisson, puis ils rirent, mais dans ce rire se cachait autre chose, pas encore de l'amour, mais peut-être le début. Pendant qu'Anna berçait Asher dans la chambre d'enfant, Julian entra discrètement. Il tenait un petit jouet, un dinosaure en peluche. « Je l'ai acheté au centre commercial, » dit-il, « je ne savais pas si c'était bien. » Anna sourit. « Il va adorer, merci. » Julian hocha la tête. « Je veux être près de lui », Anna marqua une pause. « Pourquoi ? » Je ne sais pas, répondit-il en regardant le berceau. Mais quand je suis avec vous deux, j'ai l'impression que quelque chose qui manquait se régénère. Anna ne savait pas quoi répondre. Au lieu de cela, elle se rapprocha et ils restèrent côte à côte, regardant Asher dormir. Dans le silence, une question persistait dans son esprit. Comment lui dirait-elle la vérité, qu'Asher était son fils ? Mais elle ne posa pas la question, pas ce soir. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les fenêtres du manoir, un convoi de voitures arriva. Des véhicules de luxe, l'un après l'autre. Le personnel de maison se précipita dehors, impatient. Anna, d'en haut, tenant Asher dans ses bras, vit tout. Elle entendit la voix de Don Julio en bas. « Ah, ma chère Valeria !» Anna se retourna pour regarder au moment où Julian se raidissait à côté d'elle. « Elle est là » murmura-t-il. « Qui » demanda Anna, sentant la tension dans sa voix. Julian ne répondit pas. Il descendit. Valeria Acosta entra, le top modèle américain. Grande, cheveux longs et lisses, un cou gracieux et une silhouette sculptée. Sa voix résonna dans le salon, douce mais pleine d'assurance. « Julian, mon chéri, tu m'as manqué » s'écria-t-elle en le serrant dans ses bras et en saluant Don Julio. Depuis la chambre d'enfant, à l'étage, Anna se dressait telle une statue. Elle regarda par la fenêtre, tenant Asher dans ses bras, à peine capable de respirer. Cette nuit-là, Julian ne retourna pas à la chambre d'enfant. Il ne se présenta pas devant Anna. Et pour la première fois depuis des semaines, elle pleura à nouveau. Des larmes silencieuses, sans bruit. Allongée près de son fils, tenant sa petite main, ses larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Ça va » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais fait partie de son monde, de toute façon, pas vrai ?» Le lendemain, alors qu'Anna marchait dans le couloir menant à la chambre d'enfant, elle entendit une conversation. « Julian, je ne suis pas venu ici juste pour te rendre visite, » dit Valeria. « On devrait se marier avant la fin de l'année. » Anna se figea derrière la porte. Elle serrait sa poitrine. Julian parlait à voix basse. « Valeria, il s'est passé beaucoup de choses pendant ton absence. »« Quoi ?» Valeria rit. « Cette bonne ? Ne me dis pas que tu as des sentiments pour elle. Elle a quasiment ton âge. » Anna n'a pas entendu ce qu'il a dit ensuite. Elle n'en pouvait plus. Elle partit d'un pas lourd. Anna le prit dans ses bras et le serra fort dans ses bras. « Maman est là » murmura-t-elle. Mais intérieurement, elle ne savait plus combien de temps elle pourrait continuer à tout cacher. Surtout maintenant que la femme qui avait véritablement sa place dans le monde de Julian était revenue. Anna marchait d'un pas lourd dans le long couloir du manoir. À chaque pas, elle ressentait une vague de sentiments qu'elle avait tenté de réprimer. Douleur, désir, et un adieu qu'elle n'aurait jamais cru devoir faire. Comme les jours précédents, Asher reposait contre sa poitrine,
profondément endormi, parfaitement inconscient du poids de la décision de sa mère. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Valeria. Depuis, Anna sentait Julien retrouver son monde d'origine. Un monde de richesse, de promesses et de gens partageant son statut. Un monde où elle n'avait pas sa place. Elle n'était pas mannequin. Elle n'était pas riche. Et surtout, elle n'était pas Valeria. Chaque jour, Anna choisissait de rester discrète. Elle évitait les couloirs quand Julien était là. Elle sautait le dîner quand il arrivait. Elle arrêtait de croiser son regard. Car maintenant que sa fiancée était de retour, il n'y avait plus de place pour Anna. Plus de place pour elle dans le manoir, et certainement plus dans le cœur de Julien. Un après-midi, sur la véranda, Anna était assise à côté de don Julio, berçant Asher dans ses bras. Il remarqua son calme et la lourdeur de ses paroles. « Don Julio, dit-elle doucement, merci pour tout. Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais survécu. » Le front de don Julio se plissa. « Pourquoi as-tu l'air de dire au revoir ?» Anna ne répondit pas tout de suite, mais sa résolution était claire. « Nous rentrons en province, dit-elle. Le père d'Asher et moi, on s'est réconciliés. On veut prendre un nouveau départ. On va déménager là-bas. » Don Julio se tourna vers elle, surpris. « Tu es sûr ?» Anna hocha la tête. « Oui, je suis désolé si c'est soudain. » Il se tut, visiblement inquiet. Mais dans ses yeux, il vit la même force qu'au premier jour de leur rencontre. Forte. Déterminée. Une mère prête à tout sacrifier pour son enfant. « Si telle est ta décision, dit-il finalement, je ne t'en empêcherai pas. Mais Anna, sache ceci. Asher et toi aurez toujours un endroit où revenir. » Elle ne répondit pas. Elle serra simplement le vieil homme dans ses bras. Le lendemain, Anna choisit un moment où Julien serait absent. Elle savait qu'il avait une réunion prévue dans l'un des complexes immobiliers familiaux. Elle avait soigneusement planifié cela. Elle descendit les escaliers en silence, portant son sac à dos usé et un sac contenant les vêtements d'Asher. Pas de bijoux, pas de luxe. Juste une femme simple. Une mère simple. Une femme de ménage qui aimait un homme qu'elle n'aurait pas dû aimer. Elle laissa une dernière étreinte à don Julio. Un dernier regard à la chambre qu'elle avait partagée avec son fils. Et un profond soupir dans le couloir où son regard avait croisé celui de Julien. Quand Julien revint vers 13h, sa première réaction fut de se précipiter à la chambre d'enfant. Il voulait voir Asher. Il voulait voir Anna. Mais le berceau était vide. Pas de matelas. Pas de couche. Pas de jouets. Il ne restait plus rien. Il descendit en courant. « Grand-père, où est Anna? Où est Asher ?» Don Julio resta silencieux. Ils partirent, Julien. Julien se figea. « Comment ça, ils sont partis? Pourquoi? » Elle a dit qu'elle s'était remise avec le père du bébé. Il déménage en province. Le monde de Julien s'est écroulé. Elle ne m'a rien expliqué. Elle ne m'a même pas parlé. Don Julio secoua la tête. Julien resta silencieux. Mais en lui, le chaos régnait. Un tourbillon qu'il ne pouvait expliquer. Pourquoi est-ce si douloureux? Julien, tu m'écoutes au moins. La voix de Valeria trancha brusquement le silence qui les attendait devant une prestigieuse boutique de mariage à Manille. Désolé, répondit froidement Julien. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es tellement distraite depuis mon arrivée, rétorqua Valeria. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce mariage est dans 2 mois. Tu devrais t'impliquer davantage. Je le suis, répondit Julien, même s'il sentait bien qu'il n'était pas sincère. Chaque fois que Valeria essayait une robe, il pensait à la robe toute simple d'Anna. Chaque composition florale lui rappelait les fleurs séchées qu'Anna avait accrochées au-dessus du berceau d'Asher. Dans chaque rire, dans chaque projet, il manquait quelque chose. Et chaque soir, il ouvrait discrètement la galerie de son téléphone. Il y avait la photo d'Asher. Les yeux verts. Ce petit sourire. « Pourquoi te sens-tu si importante pour moi ?» murmurait-il dans le noir. Pendant ce temps, dans un petit barangay de la province de Quezon, Anna commençait à se construire une nouvelle vie avec Asher. Elle vendait à nouveau des galettes de riz, cousait des tapis et proposait des services de blanchisserie aux ménages voisins. C'était épuisant, mais chaque fois qu'elle regardait Asher, elle savait qu'elle avait fait le bon choix.
De retour en ville, la séance photo prénuptiale de Valeria battait son plein. Pourtant, Julien ne parvenait pas à se défaire de son manque d'enthousiasme. Il demanda discrètement à des personnes de se renseigner sur les allées et venues d'Anna. Un de ses assistants finit par revenir avec quelque chose. « Monsieur, il semblerait qu'aucun homme ne soit revenu dans la vie de mademoiselle Anna, » rapporta l'assistant. « Ils sont nouveaux au village. Aucune trace d'adresse antérieure. Ce qu'elle a dit sur le retour du père du bébé est faux. » Julien sentit le monde s'écrouler sous ses pieds, comme s'il était aspergé d'eau froide. Le jour du mariage arriva. L'église était bondée de mondains, de journalistes et de familles aisées. Le mariage de Julien Aziro et Valeria Acosta. L'union de l'empire et de la beauté. Vêtu d'un baron d'ivoire, Julien se tenait devant l'autel, le cœur battant, non pas de joie, mais de trouble. Il regarda autour de lui, tant de monde. Mais il manquait quelqu'un. Il espérait toujours qu'elle apparaisse, même s'il n'avait aucun droit d'espérer. Alors que tout le monde attendait le début de la cérémonie, un homme muni d'une oreillette s'approcha de Julien. « Monsieur » murmura-t-il d'un ton pressant. « Urgence. Bébé Acher est à l'hôpital. Crise d'épilepsie. État critique. Le monde a basculé. » « Acher » Julien n'attendit pas. Il regarda don Julio au premier rang et secoua la tête. Valeria venait de descendre l'allée. « Je suis vraiment désolé, » dit Julien d'une voix tremblante. Des hoquets de surprise résonnèrent dans l'église. Sans attendre de réponse, il descendit de l'autel et sortit en courant. Les médias criaient son nom. Valeria a failli s'évanouir au milieu de l'allée. Mais Julien n'a rien entendu. Une seule chose comptait, il devait rejoindre Anna et Acher. Pendant ce temps, dans un petit hôpital de Quezon, Anna peinait à respirer en regardant son fils, branché à une perfusion, trembler encore. Ses mains tremblaient. Son teint s'est estompé. La fièvre a déclenché une légère crise, a expliqué le médecin. « Je n'ai pas d'argent, » supplia Anna en essayant de ne pas pleurer. « S'il vous plaît, donnez-lui juste les médicaments. Faites les tests. Je trouverai un moyen de payer. » « Nous faisons tout notre possible, » répondit le médecin. « Mais les analyses et les médicaments sont payants. » Anna a failli s'évanouir à cause du stress et de la culpabilité. « Je peux y arriver, » se dit-elle. « Je peux y arriver toute seule, non ?» Soudain, l'infirmière entra en trombe. « Madame, tout a été payé. Quelqu'un vient de couvrir toutes les dépenses, y compris un test ADN pour le bébé. » « Quoi ?» Anna cligna des yeux. « Un test ADN ?» Avant qu'elle puisse en demander davantage, la porte s'ouvrit brusquement. Et il se tenait là. L'homme qu'elle n'aurait jamais cru voir à cet instant. Julien, toujours vêtu de son baron de mariage, ridé, en sueur, les yeux rougis par l'épuisement, se dirigea d'abord vers le berceau. Il toucha doucement le front d'Acher. « Et, murmura-t-il. Ça va, mon petit ?» Anna ne pouvait pas parler. Elle se tenait silencieuse dans un coin, serrant son sac usé, les mains tremblantes. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle faiblement. Julien ne la regarda pas. Son attention était fixée sur Acher. « Je connais la vérité, » dit-il. « Aucun homme n'est revenu. Tu es parti parce que tu ne voulais pas ruiner ma vie. » Anna resta silencieuse. Julien se tourna vers elle. Et pour la première fois, toutes ses émotions, l'inquiétude, la colère, le choc et la prise de conscience, transparurent dans ses yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas répondu quand je t'ai demandé si j'étais le père d'Acher ?» demanda-t-il. Le silence retomba dans la pièce. Mais à l'intérieur d'Anna, on aurait dit que des tambours résonnaient. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip rythmique des machines et du souffle léger d'un enfant endormi. Anna restait immobile, incertaine de devoir parler ou pleurer. Julien attendait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait irrégulièrement tandis qu'il se tenait près du berceau d'Acher, sa main posée délicatement sur le petit pied de l'enfant. « Anna, » répéta-t-il, plus doucement maintenant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» Elle ne savait pas comment expliquer ces mois de silence. Comment résumer la douleur, la peur, la honte et l'amour en une seule phrase? « Je ne voulais pas causer de problème, » murmura-t-elle. « Des problèmes, » répéta Julien. « C'est ce que tu crois. » « Non, » dit-elle rapidement en secouant la tête et en s'avançant.
Asher est ma vie, mon miracle. Je voulais dire, je ne voulais pas que tu te sentes obligé. Tu avais ton monde. Tu étais sur le point de te marier. Et je ne l'aimais pas, coupa Théil. Anna se figea. Julien s'approcha. J'allais épouser Valéria parce que c'était logique. C'était ce à quoi tout le monde s'attendait. Mais je ne l'ai jamais aimée. Je ne crois même pas avoir essayé. Il regarda à nouveau Asher, puis Anna. Mais toi, ravala Théil. Tu es entré dans ma vie alors que je ne savais même pas que j'avais besoin de toi. Et lui, il m'a ramené à la vie. Des larmes coulaient sur le visage d'Anna. Mais tu étais en colère quand on s'est revus, dit-elle. Tu ne m'as même pas reconnu. Je ne m'en souvenais pas, admit-il. Ce soir-là. Le club. Les boissons. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé sans savoir ce qui s'était passé. Et j'ai passé des mois à avoir l'impression qu'il me manquait quelque chose. Il l'a regardé droit dans les yeux. Maintenant, je sais ce que j'ai perdu. Le silence s'installa à nouveau, plus pesant cette fois. Puis il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une feuille pliée. J'ai fait un test ADN hier. J'ai demandé au labo de se dépêcher. Il lui a tendu l'enveloppe. Elle n'a pas eu besoin de l'ouvrir. Elle savait ce qu'il disait. Mais Julien, lui, le savait. Il le déplia, le tendit et désigna la ligne. Père, Julien Emmanuel Aziero. Anna fixait ces mots, ses genoux s'affaiblissant. Elle l'avait toujours su. Mais maintenant, c'était réel. Sur le papier. Immuable. Julien s'avança de nouveau, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Anna, laisse-moi être son père. Ses lèvres tremblaient. Je n'ai besoin de rien de toi, dit-elle. Mais j'ai besoin de lui, répondit Julien. Et j'ai besoin de toi. Anna secoua la tête. Je ne suis qu'une vendeuse, une mère célibataire. Je n'ai rien à offrir. Tu m'as rendu la vie, interrompit-il. Tu m'as donné mon fils. Tu m'as donné quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Tu es tout ce qui me manquait. Elle pleurait plus fort, essayant de détourner le regard. Mais Julien lui prit doucement la main. Je l'aime, dit-il, les yeux rivés sur les siens. Et je suis en train de tomber amoureux de toi. Le poids de ces mots la frappa comme une vague. Après des mois de peur et de clandestinité, elle avait l'impression de pouvoir enfin respirer. Et ton mariage, demanda-t-elle. Je l'ai laissé devant l'autel, dit Julien. J'ai tout abandonné, pour toi, pour lui. Il s'est rapproché, et Anna n'a pas reculé. Je ne demande pas une vie parfaite, a-t-il murmuré. Je veux juste une vraie relation, avec vous deux. Asher s'agita dans le berceau, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Julien se pencha et murmura. Dis donc, mon pote, papa est là. Le bébé sourit faiblement, les yeux fixés sur l'homme qu'il avait déjà reconnu. Anna se couvrit la bouche en sanglotant doucement. Enfin, elle regarda Julien et répondit à la question qu'elle avait éludée si longtemps. Oui, murmura-t-elle, tu es son père. Et moi, je crois que je t'aime depuis plus longtemps que je ne le pensais. Julien l'attira dans une douce étreinte. Pas celle passionnée des films, mais celle qui guérit. Celle qui promettait quelque chose de vrai, un nouveau départ, une famille, enfin. 6 mois plus tard, la demeure Aziero n'était plus seulement un symbole de richesse et de pouvoir. C'était devenu un foyer, empli des rires d'un bébé, de l'odeur des crêpes du matin et des sons d'amour exprimés dans les plus petits gestes. Julien et Anna n'étaient pas pressés de se marier. Ils savaient que l'amour n'avait pas besoin de date butoir. Ils avaient choisi de le construire lentement, jour après jour, avec Asher comme lien. Chaque matin, Julien soulevait Asher très haut dans les airs, faisant un bruit d'avion. Le capitaine Asher était prêt à décoller. Et chaque matin, le bébé riait d'une joie incontrôlable. Don Julio, autrefois endurci par la perte et l'empire, passait désormais ses après-midi allongés par terre, laissant Asher ramper sur son ventre. Ce gamin reprendra l'entreprise un jour, plaisantait-il, tandis qu'Anna lui donnait des boulettes de riz sucré qu'elle avait préparées elle-même. Valéria n'est jamais revenue. Elle est partie discrètement, sans scandale, sans bruit. Elle savait quand s'éloigner. Elle avait toujours vécu sous les feux des projecteurs. Elle n'avait pas besoin de courir après les autres. Et Anna ?
Elle s'est remise à créer. Des petits vêtements pour bébé, d'abord. Mademoiselle Terry lui avait envoyé son vieux nécessaire à couture, et Julien l'avait fait exposer dans une vitrine en guise de souvenir. « Tu nous as séduit avec ça, dit-il. » Finalement, ils ouvrirent une petite boutique près du domaine. Un mariage de simplicité et de classe. Petit miracle, tel était le nom. Chaque pièce était cousue avec le même amour qu'Anna portait à Asher. Un dimanche matin, alors qu'ils étaient assis dans l'herbe, Julien fouilla dans la poche de sa chemise. À l'intérieur se trouvait une bague. « Anna, dit-il nerveusement, je sais que nous avons construit cette famille à l'envers. Le bébé d'abord, l'amour ensuite, le mariage ensuite. Mais si tu le veux encore, veux-tu m'épouser ?» Elle ne dit rien. Elle pleura, puis acquiesça. Et tous trois s'embrassèrent. Asher, entre eux, ricanait, ignorant qu'il avait créé une histoire d'amour. Ça avait commencé de la façon la plus inattendue qui soit. Tous les débuts ne sont pas parfaits. Certains sont compliqués. D'autres sont douloureux. Certains commencent par une simple erreur. Mais avec amour, courage et vérité, ils peuvent encore retrouver le chemin de la maison. Et Anna, Julien et Asher, ils y sont enfin parvenus.